Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur la transformation du coton au Burkina Faso. Voilà. Je vous fais écouter un élément sonore et puis après je reviens pour qu'on puisse faire des analyses. La présence à la filature du Sahel ce matin est d'une grande importance lorsqu'on sait combien la question des entreprises nationales est au cœur de la vision des plus hautes autorités. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, avec à ses côtés plusieurs membres de son gouvernement, salue le travail abattu dans cette unité industrielle de fabrication de fils de coton qui fait la fierté de l'économie nationale. Il s'agit également d'encourager le personnel à maintenir le cap pour répondre davantage aux défis du moment. Nous repartons très édifiés par ce que nous avons vu ici au niveau donc de l'unité industrielle FILSA, autant par la capacité de production, autant par la capacité d'innovation et surtout par la capacité en termes de création d'emplois, parce que ce sont plus de 450 personnes qui sont employées ici. Et notre visite ici revêt donc une symbolique en termes d'encouragement, parce que ce qui se fait ici est conforme à la vision et aux orientations du chef de l'État, qui est donc de travailler à l'émergence de fleurons de l'industrie au Burkina Faso. FILSA est un des fleurons. Et nous avons foi que c'est une unité qui a une grande capacité, une grande marge de progression. Tout n'est pas rose à la FILSA. L'entreprise fait face à de nombreuses difficultés. Mais le Premier ministre est là, avec un message rassurant. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour donner à cette entreprise nationale, à l'instar des autres, toutes les chances de s'épanouir comme il se doit. C'est une unité qui est victime d'une concurrence déloyale, avec une forte importation de fils de mauvaise qualité. Les grandes décisions ont été prises de façon courageuse par le gouvernement pour protéger bien sûr le marché du fil. Et les effets se font déjà sentir. Parce que de janvier à maintenant, selon donc les statistiques qui nous ont été communiquées, ce sont plus de 50 personnes qui ont déjà été rappelées. Parce qu'auparavant, l'unité était obligée, bien sûr, de mettre une partie de son personnel au chômage. Et là, l'unité a recommencé donc à faire revenir ces employés-là. Et en principe, ça devrait aller donc en s'améliorant. Le gouvernement est engagé et déterminé à faire tout pour que le Burkina Faso puisse donc, en tout cas, relancer le secteur de l'industrie, parce que c'est en cela qu'on peut avoir véritablement les bases d'un développement durable et endogène. La FILSA, créée en 1997, a une capacité installée de 5000 tonnes par an de fils open-end. Environ 80% de sa production est destinée au marché national pour le tissage du pain. Faso Damfani, sa vision, s'imposer comme le leader de la filature 100% coton en Afrique de l'Ouest. Sa présence à la filature du Sahel. Donc, vous avez suivi. Ok. Donc, vous avez suivi. Donc, la sortie du Premier ministre du Burkina Faso. Donc, on parle de la transformation du coton. D'abord, j'aimerais dire quelque chose d'entrée de jeu. Les pays d'Afrique ne se développeront jamais, j'utilise bien le mot jamais, tant qu'elles exportent à l'état brut leurs matières premières. J'utilise le mot jamais. Nous pouvons faire ça pendant 1000 ans. Peut-être nous ne serons pas là dans 1000 ans, mais on sera toujours aussi sous-développé que nous le sommes aujourd'hui. Le premier moyen de se développer, c'est de faire comme les pays d'Asie. Il ne faut pas croire que c'est nous seuls qui avons le coton. Comme j'entends souvent dire l'Afrique est le réservoir des matières premières, c'est faux. Il y a des matières premières partout. Vous avez vu que même en Amérique, il y a des terres rares. L'Amérique a une réserve en centaines de millions de terres rares. Voilà. Le problème, c'est que c'est les pays où on n'exporte pas les terres rares. Et les terres rares ici aux États-Unis ne sont pas transformées parce qu'il y a la réglementation qui est un peu trop contraignante. Et qui fait que, en la transformant ici, en la raffinant, en la transformant ici, le coût est un peu plus élevé. Les gens veulent l'assouplissement de la réglementation. Vous dites que nous n'allons pas nous... C'est un postulat, comme on dit en mathématiques, c'est un postulat de base. Le postulat de base. Nous ne nous développerons jamais tant que nous exportons à l'état brut notre coton, notre EVA, notre phosphate, notre manganèse, notre bois, notre uranium, etc., notre pétrole, notre gaz. Nous ne nous développerons jamais. Il faut utiliser le mot jamais. Or, nous ne voulons pas rester sous-développés éternellement. Sinon, ça fait courir un risque de survie même de l'espèce noire qui, même sur le continent africain, est en voie de disparition. Et pour cela, ce que nous devons faire très rapidement,
nous devons mettre les moyens pour que dans les pays africains, c'est ce qu'on voit au Burkina Faso, que nous commencions à transformer localement. Alors, première chose, l'Afrique aujourd'hui, c'est un marché domestique de 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes. Des gens fiers, attachés à leur identité culturelle. L'Afrique aussi à l'étranger, ça il faut le comprendre, avec ce qu'on appelle les diasporas. Les diasporas. Les diasporas, j'explique les diasporas. Parce que souvent quand on dit la diaspora, on pense que c'est les gens qui sont quittés du pays en 1980 pour aller à l'étranger. Il y a 3 millénaires, donc 3000 ans. Quand vous arrivez ici aux États-Unis, vous trouvez les archives dans les universités. 3000 ans, vous comprenez pourquoi certaines personnes veulent abattre les universités aujourd'hui en Amérique. Parce que c'est un centre où on ouvre la tête et on ouvre les yeux des gens. 3000 ans que les Africains immigraient déjà pour aller dans les continents comme l'Amérique latine, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Quand vous arrivez dans les pays comme la Thaïlande, vous voyez des Noirs thaïlandais. Ouais. Il y a eu du sale qui ont été faits sur les gens. Donc cette diaspora-là se chiffre aujourd'hui à près de 500 millions. Même la Russie, dont on parle aujourd'hui. Il faut savoir que le chef d'état-major de la Russie pendant plusieurs décennies, c'était Hannibal, c'était un Camerounais. Donc on doit réécrire notre histoire. Donc vous prenez les diasporas, ça fait 500 millions. Donc si on parle de marché domestique, on a 2 milliards 500 millions de personnes à satisfaire. Les études ici aux États-Unis disent que la classe moyenne en Afrique, donc, estime, le Brookings EDU, qui est un think tank basé à Washington, dit que la population du continent africain est chiffrée environ à 2 milliards de personnes. Dans les 2 milliards là, aujourd'hui, 40%, ça veut dire 800 millions, c'est déjà la classe moyenne. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'il y a le phénomène d'urbanisation, c'est déjà la classe moyenne. Donc, je veux dire que quand vous avez accès à des données statistiques pareilles, rien n'explique plus qu'on dise, ah non, l'or blanc du Mali, et on exporte le coton en balles brutes, on exporte le coton en balles brutes au Burkina et au Niger, et en Centrafrique, et au Cameroun. Vous avez vu les efforts qu'un pays comme le Bénin a fait. J'aime pas trop Patrice Talon, mais je parle du Bénin. Le Bénin a fait des efforts à mettre en place des unités de tissage de fil. Et très rapidement, le Bénin a commencé à développer la fabrication du tissu et le développement de, voilà, etc., etc. Autre chose, l'Asie aujourd'hui, et la Chine en l'occurrence, ont fait baisser le coût des équipements de production. Énormément. Ça veut dire que le gouvernement burkinabé, ce que je pense, doit moderniser la file Tissac. Mais donc, c'est ce que le Premier ministre a dit, mais il n'est pas allé dans les détails. Certainement, ils ont déjà pris la décision en Conseil des ministres, mais ils n'ont pas encore planché et voté. Donc, il est descendu sur le terrain certainement pour avoir une idée un peu plus claire. Et le gouvernement burkinabé doit moderniser la file Tissac. Parce que quand il dit que le fil vient de l'extérieur, si le fil qui vient de l'extérieur est compétitif au Burkina, la raison de la perte de compétitivité dans les pays africains, c'est l'utilisation d'un matériel qui est obsolète. Il ne faut pas donner l'argent comme ça. Il faut donner l'argent pour remplacer les équipements. Peut-être pas tout, mais les lignes qui peuvent aller les plus vite. Par exemple, je ne sais pas, remplacer, je n'ai pas visité l'usine, donc je ne peux pas me prononcer. Mais ce qu'il faut faire, c'est moderniser les usines. On a vu ça ici aux États-Unis, où aujourd'hui, quand les Américains disent qu'ils ont rappelé une partie de l'industrie pour relocaliser chez eux, comme ce qu'on appelle offshoring, c'est parce qu'ils ont mis des moyens, des puissants crédits pour financer la recherche et surtout le renouvellement du matériel industriel, le changement total des lignes de fabrication. Donc, le gouvernement du Burkina Faso doit mettre les moyens pour que la filature du Sahel, donc la FILSA là, modernise son outil pour engranger ce qu'on appelle les gains de productivité. Les gains de productivité, ça veut dire que si par exemple, avec la capacité installée et la performance des machines dans l'ancien système où actuellement on faisait par exemple, comme il a dit, 5000 tonnes, je ne sais pas, ça peut être par mois, la nouvelle capacité installée, parce que les machines sont performantes, vont vite, sont modernes, ça doit permettre par exemple de faire 10-15 000 tonnes par heure. Donc, à partir du moment où vous engrangez ce qu'on appelle des gains de productivité. Donc, vous réorganisez d'abord la production, vous réorganisez le supply chain, ça veut dire une fois que les fils sont produits, comment ça sort, et vous réorganisez la vente. Et ce qui est bien, c'est que si on voit comment la sécurité qui revient a permis au gouvernement burkinabé certainement de réorganiser en amont. En amont, ça veut dire la production, l'égrenage, la constitution des balles.
il doit aussi organiser la file Tissac et réorganiser la file Tissac et organiser la chaîne en aval. En aval, ça veut dire une fois que le fil est sorti de la filature du Sahel, la file ça. Et en aval, là, c'est notamment... en aval, là, c'est notamment comment on appelle ça? C'est notamment le centre de l'artisanat au Burkina Faso qu'ils ont mis en place. Parce que c'est bien de dire, par exemple, ah oui, on va faire une usine pour fabriquer le tissu et concevoir les chemises comme celle-ci. Mais le problème de la chemise comme celle-ci, c'est que c'est fabriqué partout dans le monde. Ça ne marque plus une différence. Quand vous arrivez chez l'acheteur, il va jouer sur le facteur prix. Et rien que ça. Parce que les produits sont identiques et des fournisseurs comme ça, il y en a 27 000 sur la terre. En revanche, et ne croyez pas, si vous mettez les moyens pour qu'on ait le meilleur coton possible, et qu'avec le meilleur coton possible, on ait les meilleurs artisans possibles, et que ces artisans soient équipés de matériel pour faire les meilleures finitions possibles, les meilleures finitions possibles. C'est dommage, j'ai fait une vidéo comme ça. J'aurais dû vous montrer des vêtements qu'à l'époque, avant de venir aux États-Unis, j'ai acheté au Nigeria. Quand vous regardez ces vêtements-là, mais c'est exceptionnel. Mais c'est vraiment exceptionnel. Que j'ai acheté au Nigeria, c'est exceptionnel. Et donc, quand vous voyez ça, vraiment, c'est d'une beauté, la finition. Mais vraiment, je dis, je vais vous raconter une anecdote, qui est vraie d'ailleurs. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Donc, je suis allé acheter l'eau hier au supermarché. Il y a un supermarché ici là qui est spécialisé. L'Amérique, il y a tellement de choses. Dans la vente de tout ce qui est breuvage. Donc, breuvage, on vend tout ce qui est breuvage. Donc tout ce qui est breuvage, l'eau, le vin, les jus, tout ce qui est breuvage. Ils ne font que du breuvage. Donc, j'aime aller acheter de l'eau là-bas. Et donc, je vais acheter de l'eau. Mais dans ce supermarché, on ne paye pas avec la carte de crédit. On ne paye qu'avec la carte de débit. Donc, la banque, la carte de crédit et la carte de débit de la banque sont identiques. Simplement, sur la carte de débit, on a écrit débit et sur la carte de crédit, on n'a pas écrit crédit. Donc, j'ai confondu les deux cartes. J'ai pris la carte de crédit et donc j'ai mis l'eau dans mon chariot. Il y avait toute une des palettes. Donc, ça devait faire quoi? 24 $. Donc, j'en avais à peu près pour 3 fois 8, voilà, 8 palettes de 36 bouteilles chacune. Donc quand j'arrive à la caisse, donc le caissier, parce que comme c'est lourd, on peut pas poser sur le truc, le caissier scanne tout avec un code et je dois payer. Quand je dois payer, je vois la carte décline, c'est là que je m'aperçois que c'est une carte de débit. Et qu'est-ce qui se passe? Et j'étais habillé avec donc mon ensemble que je vous disais là, que j'ai acheté au Nigeria. Donc bien, je sortais d'un déjeuner chez des amis et bien habillé, vraiment. Et quelqu'un derrière moi dit, ouais, c'est décline, oui, le montant c'est combien? Je dis, 24 $. Il me dit, vous habitez à combien de kilos? Je dis, ben là, il faut que je conduise 30 minutes pour aller à la maison, 30 minutes pour venir ici. Il me dit, je paye pour vous. Il était avec sa femme. Je dis, mais c'est une blague. Il me dit, non, je paye pour vous. Je lui dis, bon, si vous payez, il faut absolument que je vous rembourse. Il dit, non, je n'ai pas de téléphone, alors qu'il tenait un téléphone à la main. Il a payé, donc. Je ne veux pas dire que l'habit fait le moine. Mais quand vous, comme on dit, quand vous êtes habillé, votre mise est soignée, les gens voient comment vous êtes habillé. Franchement, parfois, c'est l'habillement qui les séduit. Et je dis que si la qualité du produit qui est fait au Burkina Faso, en termes de photos d'Amfani, en termes de produits de l'artisanat, Hermès en France, LVMH en France, ce sont des entreprises qui se sont bâties sur l'artisanat. Les sacs Hermès, les vêtements, etc., tout ça, ce sont des produits de l'artisanat. Comme je vous l'ai dit, moi, ayant grandi en France, j'ai connu M. Noras, mais je ne crois pas qu'il doit être vivant encore, M. Noras, parce que déjà, à l'époque, il avait, en 1995, je crois qu'il devait avoir 75 ans. Donc, je pense que 95, 2005, 2015, 2025, ça fait 30 ans. S'il est vivant aujourd'hui, il devrait avoir 105 ans, un peu entre 105 et 110 ans. Je ne sais pas s'il est vivant. Mais M. Noras, à l'époque, travaillait pour Hermès et LVMH. Donc, ils travaillaient, ils fabriquaient des sacs. C'était, une partie était faite manuellement, disons à peu près 50% du travail, et l'autre partie était faite avec les machines. Les finitions étaient impeccables. Donc, on allait là-bas travailler, etc. Les finitions étaient impeccables. Impeccable. C'est surtout la finition qui fait la qualité du produit.
Donc, moi, je vois souvent, d'ailleurs, M. Rim Talba Jean-Emmanuel, il porte cette tenue-là. On voit comment le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel les porte. Et surtout le président du Conseil national de transition. Je dirais que c'est le mannequin de la vente de Faso d'Anfani. Voilà, donc. Il les porte et les tenues sont vraiment beaux. Blanc sur fond, bleu sur fond blanc, etc., etc. Donc, s'il y a la formation des stylistes, la qualité des artisans, etc., et aujourd'hui, avec le commerce où les gens commencent, par exemple, aux États-Unis, ou même en Europe, à lorgner la chaîne de valeur, à lorgner la transformation de la chaîne de valeur sur le continent africain, ça peut faire de très bonnes affaires. Je veux dire que le Burkina Faso peut commencer à faire de très bonnes affaires. Ça peut faire que au niveau du Burkina Faso, par exemple, que le Niger, le Burkina Faso puisse commencer les artisans puissent devenir les premiers acheteurs du coton, de fil de coton de la filature du Sahel. Et ces artisans-là peuvent commencer à transformer, donc en faisant des tissus tissés, ça peut être par des appareils semi-automatiques, des tissus tissés, cousus, etc., etc. Et le Burkina Faso peut commencer à exporter. Même le NOP, qui est un produit camerounais, au lieu d'aller le faire copier, je vois la version qui est copiée en Asie, qui est vraiment de très mauvais goût, on peut en ce moment s'accorder avec les artisans burkinabés et commencer à travailler, à produire ce tissu-là là-bas. Et parce qu'il n'y a pas d'effort qui a été fait par un pays comme le Cameroun pour encourager Et le Burkina doit regarder et s'inspirer de ce qui se fait au Nigeria. Regardez comment le Nigeria a commencé pareil. Ils ont commencé à développer les stylistes. Les stylistes nigériens ont commencé à développer avec les tissus qui sortaient des filatures artisanales. On commencé à faire travailler les artisans nigériens. Ils ont commencé à exporter en faisant des grands salons internationaux, non plus au Nigeria, mais à Londres, à Berlin, etc., pour exporter leur production dans le monde. Donc, le Burkina Faso peut par exemple commencer à exporter le Faso d'Anfani à Dakar, à Abidjan, à Lagos, à Douala, à Kinshasa, à Kigali, à Luanda, à Johannesburg, le Cap, Nairobi, en Tanzanie. D'ailleurs, les Tanzaniens sont venus en Tanzanie, en Algérie, au Maroc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Au Caire, en Égypte, etc., etc. Et je vous garantis que les gens vont acheter. Non, il y a beaucoup d'opportunités. C'est une bonne chose. Et enfin, je pense que le Premier ministre Rim Talba a souligné le fait que son pays a pris des dispositions pour protéger désormais les entreprises nationales. Quand vous voyez ce qui se passe avec l'Amérique et la Chine, on s'aperçoit que nos États auraient dû protéger les entreprises nationales. Je ne pense pas que la Chine a mis un pistolet sur la tête de nos États. C'est seulement la corruption. C'est tout. C'est-à-dire, on dit à un président, bon voilà, on va te prêter 300 milliards. Quand il sait qu'il va voler tous les 300 milliards, il est prêt à signer et à prendre des accords qui exemptent les droits de douane, les marchandises entre, si à tuer tout le tissu industriel, à transformer nos pays en comptoirs commerciaux. Voilà. Et il mange cet argent-là et les Chinois ne disent rien. Mais quand son numéro va arriver, s'il essaie de faire quelque chose, on va dire, bon, mon ami, tu nous dois de l'argent, tu commences à nous rembourser de l'argent. On est dans une situation vraiment très compliquée. Mais je pense que le fait que les autorités burkinabées prennent des dispositions pour protéger cette entreprise, c'est bien, mais ils doivent avoir une stratégie industrielle qui permet de baisser les coûts en permettant de générer les gains de compétitivité. Les gains de compétitivité, je rappelle bien, c'est ça qui permet de baisser les coûts. Quand vous avez les gains de compétitivité, les meilleurs, vous avez des coûts qui sont relativement bas. Et quand vous travaillez avec les artisans, ça vous permet facilement de créer un avantage compétitif. Un avantage compétitif. L'avantage comparatif au Burkina, là, dans le fait qu'il est un producteur de coton. Donc, on prend là et on transforme là. On n'importe pas le coton d'Amérique ou d'Asie. Voilà, c'est ça qui est important. Enfin, je pense que le Burkina doit travailler à achever les projets qui sont en cours, notamment les projets qu'ils ont mis en place, qui consistent à... comment je peux dire ça? Les projets qui sont mis en place, qui consistent pour des pays comme le Burkina Faso à coudre les tenues des soldats, des policiers, des gendarmes sur place. Et ça doit être des produits 100% coton. Donc là aussi,
C'est quelque chose de très important. On a vu comment les usines sont en train de pousser, sont en train d'avancer. Vous avez vu comment la mise en place de pareilles usines ont fait beaucoup de bien au Mali. Et le Mali aujourd'hui s'appuie sur ça pour développer son économie. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est une actualité qu'on va suivre. On vous rendra compte ici, là. Donc, on part à la base. La sécurité revient. Les champs de coton produisent. L'égrainage de coton se fait très bien. Vous avez vu les vidéos. Le coton égrené maintenant va commencer à être transformé dans les unités de couture des équipements pour les militaires. Vont également être transformés dans la filsa. Et les artisans burkinabés auront assez de fils à un bon prix et de très bonne qualité pour faire des vêtements de qualité. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir l'éclosion des exportations de vêtements artisanaux cousus au Burkina Faso. Comme j'ai dit, ici aux États-Unis, on connaît vraiment des gens, des connexions où on peut aller au Burkina Faso acheter 10 000 pièces et venir mettre dans un magasin à l'année, de façon que ça s'écoule petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et si on les porte, je dis, vous n'avez pas besoin, juste vous les portez, vous entrez dans le métro, vous ressortez bien habillé là, avec cette tenue là en été, vous rentrez dans une tour là, dans le Loops, etc., vous ressortez. Très rapidement, les gens commencent à vous appeler en disant, vous leur tendez la carte, vous donnez une carte là, et très rapidement, les gens courent là-bas, commencent à acheter les modèles qu'il faut, s'il faut ajuster, les gens ajustent, etc., etc. Donc, nous devons cesser d'exporter nos matières premières. Nous devons avoir une politique courageuse et audacieuse pour transformer nos matières premières sur place. C'est ça qui va permettre de créer des emplois, de nous insérer aussi dans les exportations et d'exporter et de générer vraiment de chiffre d'affaires et de la richesse pour les pays africains. Voilà. Je remercie tous celles et ceux qui ont suivi notre vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo afin que le maximum de personnes puissent la regarder. Et n'oubliez pas de souscrire au membership. Ça permet de soutenir le développement de notre chaîne. Passez une agréable semaine. Bye.